Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le 4e Forum national des femmes s'est tenu ce matin à Banfora et une nouvelle fois, il a permis des échanges directs entre le président du Faso et les femmes venues de l'intérieur, mais aussi de la diaspora, autour d'actions à mener pour leur autonomisation économique et financière. L'opposition politique burkinabé sera bel et bien présente à la prochaine session de médiation le 10 mars, en dépit de son exigence d'un mandat de la part de la majorité présidentielle. Elle est revenue ce matin sur cette demande au cours d'une conférence de presse. Banfora, courtisé par les femmes du Burkina qui organisent dans la cité du paysanois leur forum national et y célèbrent la journée internationale du 8 mars. Le forum s'est tenu ce matin et a permis à l'autre moitié du ciel d'échanger avec le président du Faso. Plus de 3000 femmes ont pris part à ce 4e forum national qui s'est penché sur la problématique du financement de l'entrepreneuriat féminin. Reportage Simplice Barreau. Toute vêtue de façon d'enfanie, comme l'a recommandé le ministre de la Femme et de la Promotion du Genre, les 3000 délégués des 13 régions du Burkina et de la diaspora ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État Blaise Compaoré. Le président du Faso, qui s'est réjoui de la grande mobilisation des populations, des cascades, a réduit son engagement à la promotion économique de la femme burkinabé. Si les efforts ont été consentis ces dernières années en faveur de l'autonomisation financière des femmes, il demeure des goulots d'étranglement. C'est pourquoi il est prévu le renforcement des structures de financement des activités générales de revenus. La problématique de l'entrepreneuriat féminin se pose en termes de capacité entrepreneuriale, d'accès aux ressources financières pour la très petite entreprise TPE, où opère la majorité des femmes des villes et des campagnes, et enfin en termes de financement de la petite et moyenne entreprise PME. C'est pourquoi je voudrais vous donner l'assurance que les structures publiques commises au renforcement des capacités entrepreneuriales et de nos concitoyens, accorderont une priorité absolue à l'accompagnement, à l'assistance et à la formation des femmes opératrices économiques. Et je voudrais aussi dire qu'au-delà de l'intervention des structures de microcrédit dont nous avons conduit le redéploiement et le renforcement des moyens d'action, il a été entrepris une vaste opération de promotion et d'attraction des fonds d'investissement nationaux et internationaux qui viendront compléter le chaînon manquant dans le système financier burkinabé en apportant et les ressources propres et l'assistance technique aux TPE et aux PME. La 4e édition du Forum national des femmes qui se tient pour la première fois en même temps que la commémoration de la Journée internationale de la femme a notamment permis de dégager des pistes pour le renforcement des financements de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de l'organisation des femmes en association pour éventuellement assurer la caution solidaire, la formalisation et la professionnalisation des entreprises féminines, le développement des stratégies d'écoulement des produits issus des activités des femmes, l'accompagnement des femmes pour disposer de plans d'affaires cohérents et de bonne qualité, l'institution de fonds nationaux de garantie aux activités des femmes, l'institution de fonds nationaux de refinancement et la bonification des taux d'intérêt des concours aux femmes dans certains volets à travers la prise en charge d'une partie du coût du crédit. Avec cet engagement politique au plus haut niveau, l'accès aux sources de financement des activités économiques des femmes devrait être plus qu'une réalité. Revenons sur les doléances qui ont été évoquées ce matin à Banfora par les femmes du Burkina. Elles ont tourné pour l'essentiel autour de l'accès des femmes aux ressources des fonds nationaux de financement. Cette rencontre avec le chef de l'État était donc une occasion rêvée pour elles, une occasion qu'elle ne pouvait rater. Suivons ce sondage réalisé par Salinana. Vous savez très bien que les femmes mènent beaucoup d'activités dans beaucoup de domaines. Mais le problème de financement se pose pour booster même l'économie de ces femmes-là. Donc nous attendons quand même qu'ils regardent, puisqu'il y aura des propositions et des doléances, qu'ils regardent à travers ces doléances-là ce qu'ils peuvent faire pour vraiment soulager et nous aider à avoir beaucoup plus d'argent. Nous attendons aujourd'hui du gouvernement que les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat formel et à un stade intermédiaire puissent elles aussi voir leurs affaires boostées à travers les facilités de financement de leurs activités.
Il y a des recommandations qui avaient été faites au cours du forum il y a 2 ans et nous souhaitons qu'ils sont toujours en cours et nous souhaiterons que celles-ci voient le jour réellement. Et je pense qu'il y a un problème au niveau du montage des projets, au niveau des femmes. Il faut d'abord une formation de ces femmes-là au montage de projets et il faut aussi les former au financement, au système de financement. Il y a une question de communication et même d'information à ce niveau. On a besoin d'un allègement fiscal pour une exonération aussi des impôts au démarrage de nos activités pour permettre vraiment de booster un peu cette activité. Nous avons aussi également besoin d'un fonds spécifique pour les femmes réalisatrices. À l'issue de la rencontre, le président du FASO s'est exprimé sur l'importance du thème du Forum 2014 et sur les initiatives qui seront développées pour soutenir les femmes dans leur combat pour leur épanouissement et leur autonomisation. Blaise Compaoré au micro d'Aboubacar Sagnon. Si vous prenez les femmes qui sont très nombreuses au Burkina, c'est au moins la moitié de la population, celles qui peuvent aller vers des crédits assez lourds sont très limités. Et donc il y a un souci d'élargir d'abord le maximum d'accès des femmes au crédit. C'est pour cela, comme vous voyez le FARF, comme cela a été souligné, plus de 50 milliards ont été. Donc quand vous prenez, ça a touché plus d'1,5 million de femmes. Alors nous avons ce souci qu'il faut maintenir, tout en organisant bien sûr la microfinance pour qu'elle puisse atteindre le maximum de femmes. Mais en même temps, il y a ce besoin que les femmes ont plus de capacité aujourd'hui à créer des petites entreprises qui ont besoin de financement plus gros. Mais à ce niveau, il est certain que lorsque vous prenez un crédit, il faut que vous puissiez entrer dans un système de bonne gestion, de bonne gouvernance pour permettre que le crédit que vous avez pris puisse bien sûr permettre à la banque de continuer à financer. Alors, c'est pour cela que la réflexion aujourd'hui nous indique cette nécessité, nous amène à penser à la création, bien sûr, d'un guichet spécial aux côtés, bien sûr, de nos structures de financement, ou à imaginer des allègements fiscaux qui peuvent permettre à certaines institutions financières de mieux participer au financement de ces besoins-là. Retrouvons à présent Marguerite Douagneau sur place à Banfora pour un entretien avec l'invité du jour. Bonsoir Marguerite. L'ambiance sur place à Banfora, tout d'abord. Bonsoir Godefroy, bonsoir à tous et bienvenue à Banfora où l'actualité du jour c'est bien sûr ce forum qui s'est poursuivi ce matin avec les débats, le tête-à-tête en tout cas entre les femmes et le président du FASO. Un face-à-face qui s'est un peu achevé en queue de poisson, mais ce goût d'inachevé sera comblé puisque ce soir même le président du FASO qui a invité les femmes à un dîner va poursuivre les réponses aux doléances qui ont été exprimées. Et moi, je voudrais que nous poursuivions ce débat qui a eu lieu ce matin avec une invitée qui est vraiment une référence dans la région des Cascades en matière de lutte pour le bien-être des femmes. Il s'agit de Madame Laurence Emma. C'est la présidente de l'association Mouniou des femmes de la Comoé. Madame Emma a consacré plus de 20 ans de sa vie à la lutte contre la pauvreté des femmes et son association qu'elle a mise en place, en tout cas aujourd'hui, rayonne à travers toute la région. Bonsoir Madame Emma. Merci de nous accorder cet entretien. Alors Madame Emma, les échanges de ce matin, qu'est-ce que vous retenez de ce face-à-face entre les femmes et le président du FASO? Oui, ce que je retiens de cet entretien, c'était des échanges vraiment franches et on a senti que les femmes, elles étaient prêtes. Elles ne sont plus les mêmes femmes qu'on connaissait il y a 20 ans, 10 ans, parce qu'elles ont posé clairement leurs doléances par filière. Elles ont posé des questions qui
Je crois que ces questions, si toutefois nous recevons des réponses adéquates à ces questions, on pourrait faire un pas en avant encore. Parce que les femmes, en son temps, qui se gênaient pour parler, pour poser des questions, et on a senti que ce sont des problèmes qui venaient vraiment du fond de leur cœur. Ok. Alors, en gros, la principale préoccupation des femmes, si on résume un peu toutes les doléances qui ont été exprimées, c'est bien sûr la question du financement, la question de prise en charge, la question d'accompagnement. Vous, dans votre association, vous êtes sur le terrain avec les femmes, vous connaissez leurs besoins réels. Comment est-ce que ça se passe pour le financement pour vous? Bon, au sein de l'association Mouniou, je pense que l'association Mouniou n'échappe pas à ces mêmes besoins que les femmes ont exprimés. Parce que là, effectivement, sur le terrain, nous sommes organisés et il faut leur expliquer. Expliquer pourquoi elles doivent d'abord être alphabétisées pour pouvoir gérer les activités génératrices qu'elles mènent. Et ensuite, il faut qu'elles aient quand même une petite formation en matière de gestion. Parce que même si vous êtes alphabétisé et vous n'avez pas une notion en gestion, bon, ce n'est pas sûr que la petite activité génératrice que vous menez puisse aller de l'avant. Et au niveau de l'association Mouniou, effectivement, nous avons non seulement organisé ces femmes en groupement, les aider à avoir des récépissés parce que, ou même tout ce qu'il leur faut comme document officiel, nous les avons aidés à avoir ces documents nécessaires parce qu'il faut le minimum pour avoir ces documents avant de se présenter devant une institution financière. Tout à fait. Et partant de cela, non seulement nous les aidons à avoir ces papiers, nous les aidons par des petites formations grâce à un partenaire d'Oxfam Québec que nous appelons le PEC. Et partout où nous passons, que vous soyez de l'association Mouniou ou pas, nous essayons en tout cas de vous former, de vous encadrer et soumettre, vous aider même à monter le petit projet qu'il faut pour le déposer au niveau de la caisse populaire. Ça, c'est ce qui concerne ces partenaires. Et en dehors de cela, nous avons beaucoup travaillé aussi avec les femmes à côté du FARF. Parce que là, c'est une institution financière que nous connaissons beaucoup. Et là, à ce niveau, avant que les femmes même aient leur récépissé, nous avons organisé de telle sorte, on se mettait, l'association même recevait ces dossiers et des demandes et essayait de les soumettre au niveau du FARF en essayant en tout cas de mettre en valeur le récépissé que l'association même avait. D'accord. Alors, Madame Emma, les doléances qui ont été exprimées ce matin, les femmes demandent beaucoup de moins de garanties, en fait, parce que les institutions financières, les femmes estiment que les garanties sont très élevées. Est-ce que vous pensez que les institutions financières, que ce soit des institutions plus organisées ou les microfinances, est-ce qu'elles seront prêtes vraiment à accompagner? Est-ce qu'elles auront une oreille attentive réellement à baisser le taux de garantie ou en tout cas à assouplir les conditions d'octroi des crédits aux femmes? Bon, je me dis que c'est quelque chose qui est dit et il faut poursuivre. Il faut poursuivre, pourquoi? Parce que ça dépend aussi de l'institution financière qu'on part trouver. Parce que vous avez des institutions financières, peut-être qui ne demandent pas de garantie, mais qui demandent simplement que vous puissiez avoir un compte au niveau de leur banque ou bien de leur institution. Et je pense aussi, bon, ce que les femmes ont souhaité, le délai, par exemple, quand on vous donne un crédit, bon, il faut attendre ou bien il faut aussitôt commencer. Donc les femmes demandent à ce que ça soit quand même un peu, le délai soit un peu plus différé. Je vois les femmes qui font le beurre de karité ont demandé 6 mois. Il y a d'autres femmes qui ont demandé 3 mois. Et je pense que ça aussi, ça se justifie dans la mesure où, bon, c'est pas sûr que une femme qui fait du beurre de karité ou bien, bon, qui fait du savon,
le plus souvent pour vendre. Ce n'est pas sûr que elles puissent avoir ces fonds rapidement. Au bout d'un mois. Donc je pense qu'il y a quand même des institutions financières, au moins celles que je connais ici, qui peuvent accepter. Il suffit peut-être aussi que par rapport à... Il y ait une organisation à laquelle, en tout cas, l'institution financière a confiance pour peut-être pouvoir appuyer. Par exemple, au niveau de l'association Mounou, nous nous portons souvent garant auprès de certaines institutions financières pour que nos femmes, dans leur organisation, puissent obtenir des crédits. Et au départ, c'était difficile parce que le remboursement, il fallait courir de droite à gauche. Il fallait en tout cas les suivre. Parce que si vous les laissez elles-mêmes, pour qu'elles-mêmes viennent faire un remboursement, je pense que c'est un peu difficile parce qu'au moment où elles ont l'argent, voici un problème qui surgit en famille. Si ce n'est pas la scolarité de l'enfant, c'est un parent qui est malade, donc compliqué. Alors les femmes ce matin, pour terminer, madame, ont demandé la création d'un fonds, en tout cas pour accompagner les activités économiques des femmes. Est-ce que c'est vraiment une solution? Un fonds national qui serait mis à la disposition des femmes pour la création de leurs activités économiques, est-ce que vraiment c'est la solution idéale? Bon. On s'approche sûrement, mais je ne pense pas que ça puisse résoudre complètement parce que le problème au niveau des femmes, dans la mesure où la femme même ne pourrait pas comprendre, se battre elle-même et pouvoir gérer, quels que soient les fonds qu'on va mettre aussi à la disposition, il faut vraiment suivre ça, il faut un suivi, il ne faut pas mettre des fonds à la disposition des femmes sans suivre ça. Voilà. Juste pour mettre, il faut suivre, il faut un suivi. Et puis il faut vraiment une formation même des femmes. Parce que ce n'est pas facile. C'est ça. Parce que devant l'argent, il y a beaucoup de tentations. Voilà. Merci en tout cas, Madame Emma, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions en compagnie de Madame Laurence Emma, c'est la présidente de l'association Mounier des femmes de la Comoué. Elle est très connue dans la région des Cascades et même au-delà des frontières de cette région. Elle nous parlait un peu, elle a fait sa lecture en tout cas des échanges qui ont eu ce matin et des pistes de solutions qui ont été en tout cas évoquées par les femmes pour résoudre la question du financement des activités économiques des femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. Godefroy Bazier, on se retrouve demain pour d'autres actualités. À vous l'antenne. Merci Marguerite Douagneau, merci à toute l'équipe de la RTB déployée sur place. Au nom des activités entrant dans le cadre de la célébration du 8 mars, il y a la foire des expositions ventes à Banfora. Une centaine de participants montrent leur savoir-faire dans le domaine de la transformation agroalimentaire et de l'artisanat. La foire a officiellement ouvert ses portes hier. Reportage Claudine Bikaba. Une foire en marge des activités commémoratives du Forum national et du 8 mars à Banfora, région des Cascades. À cette foire, il y a une diversité de produits alimentaires transformés comme les déguets séchés, le beurre de karité, le fonio, des produits artisanaux et bien d'autres. C'est toujours très impressionnant de voir qu'est-ce que les femmes font comme innovation. Tout de suite, on a vu les vermicelles de haricots. J'avais vu le couscous de haricots. Je suis allée préparer. Tu mélanges en 10 minutes, tu as ton repas. Avec les vermicelles, c'est même 5 minutes. Et tu as ton repas et tu fais ta petite sauce tomate à côté. Et le repas est cuit. Donc ça soulage, ça va faciliter la vie à beaucoup de gens. Et je voudrais vraiment que vous veniez acheter pour les encourager. Pour certains exposants, c'est une occasion pour eux de faire découvrir et écouler leurs produits. Pour d'autres, c'est une opportunité de nouer des relations d'affaires. Nous voulons avoir beaucoup de partenaires pour qu'ils nous aident à aller en avant. Comme c'est la fête de 8 mars, c'est à cause de ça que je suis là. C'est le marché que j'attends maintenant. C'est aussi le lieu de sensibiliser les populations sur les questions environnementales. De cette fois, nous attendons les visiteurs pour leur présenter le foyer Nyorantais, son importance au niveau de la cuisine et sensibiliser les clients aussi pour la déforestation, l'avancée du désert. Donc ce foyer est fait juste pour arrêter cela. Il y avait également et surtout bon nombre de groupements et associations qui nourrissent le secret espoir d'avoir des bailleurs de fonds. On a ici
Tchokon qu'on appelle les succès. Pois sucré. Non, et puis on a des gains. Ça bat de 1000. On fait ça sec. Il y a de lait dedans et puis des ingrédients. Tout est écrit ici. On a la pâte d'arachide. On a le fondion étivé et puis non étivé. On a soumala en poudre et puis granulé. On veut en tout cas la promotion de la femme. C'est pour aider les femmes dans leurs petits besoins. Et puis aussi valoriser nos produits locaux, quoi. C'est une foire qui débute timidement, mais qui ne décourage pas pour autant les exposants. Pour le moment, on m'a dit acheter d'abord. Mais on ne sait pas, comme le foire aussi n'est pas encore fini, on ne sait pas d'abord. Ça va aller. Le 8 mars, loin d'être un cadre de divertissement, se veut être un lieu de valorisation non seulement des produits locaux, mais aussi et surtout le savoir-faire des femmes et leur permettre de mieux prospérer dans leurs entreprises pour le bien-être familial. Retour à Ouagadougou où la première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale s'est ouverte hier en présence de parlementaires africains. 4 présidents et vice-présidents d'Assemblée nationale se sont adressés aux députés burkinabés pour magnifier les bonnes relations qui existent entre leur parlement et celui du Burkina. Ils ont aussi souhaité que les élus africains puissent œuvrer pour la promotion de la diplomatie parlementaire et son renforcement. Reportage Anna Lusikiri. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, tout en saluant l'exemplarité de l'hospitalité dont ils sont l'objet, depuis leur arrivée à Ouagadougou, a traduit sa gratitude à tous ceux qui se sont impliqués dans la recherche de solutions à la crise multiforme qu'a connue son pays. À ces efforts, je tiens à le rappeler, le Burkina Faso y a toujours pris une part active. Aussi, je vous annonce la ratification très prochaine de l'ordonnance portant création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette loi permettra, j'en suis sûr, d'aider le Mali à gagner le seul combat qui vaille aujourd'hui, celui de l'unité nationale et du développement. Le président de l'Assemblée nationale de la Guinée a souhaité que le Parlement burkinabé et guinéen puissent renforcer leur collaboration sur des questions d'intérêt national, sous-régional et régional. Les parlements des États africains doivent élaborer une stratégie les engageant durablement et inéluctablement avec les gouvernements dans la recherche de solutions. Nous devons dès maintenant aller au-delà des simples dénonciations pour engager de véritables actions communes. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Togo invitait les parlementaires burkinabés et togolais à profiter de l'excellence des relations qu'entretiennent les deux peuples pour asseoir un véritable socle de concertation dynamique. Permettez-moi de m'inspirer du célèbre et instructif adage de nos frères du Bénin pour dire que si tous les fils et toutes les filles du continent africain venaient par leurs mains rassembler, boucher les trous de la jarre percée, le continent serait sauvé. Cet idéal ne peut devenir réalité que grâce à la vitalité de la diplomatie parlementaire. Pour le président de l'Assemblée nationale du Tchad, le peuple tchadien et la plupart des dirigeants actuels reconnaissent que pendant la crise que leur pays a traversée, le Burkina Faso a été un pays d'accueil et d'hospitalité. Puis, il a émis le vœu qu'ensemble, les parlementaires burkinabés et tchadiens puissent clarifier leur vision des peuples qu'ils représentent. Il faut que nos peuples se connaissent mieux, se parlent régulièrement, pour être acteurs avisés de leur devenir collectif. Et nous, parlementaires, nous devons mutualiser nos réflexions et nos efforts politiques, sécuritaires, économiques. C'est à l'issue de toutes ces interventions qu'a pris fin la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014. Restons dans les couloirs de l'Assemblée nationale où le président de l'institution, Sungalo Apollinaire Ouattara, s'est entretenu hier avec le député maire de Grenoble venu lui rendre une visite de courtoisie. Au centre de leur discussion, le renforcement de la coopération décentralisée et parlementaire entre la France et le Burkina. Michel Destot au micro de Anna Lusikiri.
Dans une quinzaine de jours, j'abandonnerai les responsabilités de maire de Grenoble. Une nouvelle équipe prendra le relais. Et je tenais à dire que ce n'était pas un abandon, bien entendu, des relations que nous aurons avec Ouagadougou. Et mes fonctions de député font que je me suis engagé au sein du groupe d'amitié France-Burkinabé de l'Assemblée nationale. Et puis les débats parlementaires, bien entendu, nous avons des échanges sur... Par exemple, la décentralisation, nous avons parlé de mobilité, de déplacement. Nous aurions pu parler évidemment d'économie, de santé ou de solidarité. Et il faut faire passer le message que, en tout cas, je serai toujours ici présent à Ouaga, au Burkina Faso, pour faire avancer justement cette coopération. Nous avons signé ce matin une convention qui nous engage et qui est un pas supplémentaire dans le développement de cette coopération. Sur le plan parlementaire, c'est la même chose. On va se nourrir les uns les autres de cette expérience. La loi, dans un pays, elle est faite aussi pour favoriser son développement. La médiation auto-saisie est actuellement au point mort suite à l'exigence des mandats à la majorité présidentielle par l'opposition avant la poursuite des discussions. Cette position a été expliquée aujourd'hui à la presse par l'opposition politique, mais Zéphirin Diabré et ses camarades ont indiqué qu'ils seront bel et bien présents à la prochaine rencontre du 10 mars. Reportage Simon Gongo. L'opposition politique ira à la reprise des négociations ce 10 mars, convoquée par la médiation autosaisie. Ce matin, les 9 délégués sont formels. Si la majorité ne présente pas le mandat exigé, la rencontre ne durera pas plus de 3 minutes. La médiation étant une médiation autosaisie, la production d'un mandat par le président du Faso indiquera qu'il fait foi à la médiation, que les propositions que l'on dit émanant de lui viennent vraiment de lui et qu'il est prêt à se conformer aux conclusions des discussions et à les mettre en œuvre. Dans le tourbillon des démissions que vit aujourd'hui la majorité, rien ne garantit que des personnalités que l'on présente comme parlant au nom du président du Faso appartiendront encore à cette même majorité dans les jours ou les semaines à venir. Zéphirin Diabré estime n'avoir pas demandé le mandat tardivement. La première rencontre était une rencontre de prise de contact. À la deuxième rencontre, la majorité a demandé à se concerter. C'est pourquoi l'exigence du mandat est intervenue le 10 février à la troisième rencontre. Pour l'opposition, les positions restent les mêmes. Pas de révision de l'article 37, pas de référendum, pas de Sénat ni de Lenga, mais ces membres disent être attachés au dialogue. Les Burkinabés peuvent être rassurés que leur opposition ne ménagera aucun effort et ne s'épargnera aucun sacrifice pour que continue de régner dans notre pays la paix sociale et la concorde. Mais ils peuvent aussi avoir confiance que leur opposition ne fera rien, ne conclura aucun accord et ne s'engagera dans aucun processus qui aurait pour finalité de sacrifier les intérêts supérieurs de notre peuple. Au même moment, l'opposition garde un œil sur le calendrier électoral. Après sa rencontre avec le président de la CENI, Zéphirin Diabré a demandé une audience avec le Premier ministre pour faire ce qu'il appelle la pression. L'Union pour la République UPR, qui participe au Front républicain, a organisé une rencontre des membres de son secrétariat exécutif national. Les raisons, les enjeux et l'organisation du Front ont été expliqués à cette occasion. Pour les responsables de l'UPR, leur participation à ce rassemblement est une contribution à la consolidation de la démocratie et de la paix sociale. Reportage Moumouni Soubega. Parmi la quarantaine des partis politiques qui constituent le Front républicain figure l'UPR, l'Union pour la République. Et selon Maître Toussaint Abel Koulibaly, un seul motif à militer pour l'adhésion de son parti, la défense de l'intérêt national. La paix sociale, la démocratie et faire en sorte que le dialogue ne soit pas rompu entre ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont de la majorité, quels que soient les sujets de divergence. Nous avons vu très tôt que ce qui nous réunit et ce dont personne ne peut se prévaloir seul, c'est la République. Selon Ousseini Tamboura, le commissaire de l'UPR qui a participé aux travaux constitutifs du Front républicain, c'est un regroupement de partis politiques de tous les bords, dont la finalité, c'est le renforcement de la démocratie et les institutions. Dans ce regroupement de partis politiques, les partis membres gardent leur liberté d'expression et liberté d'action. Nous avons également apprécié donc, au cours de cette session d'information
la situation sociopolitique et que les Burkinabés sont plutôt préoccupés par des questions très précises sur la question de l'article 37, sur la question de la mise en place du Sénat, naturellement sur la question de la condition de vie même des populations. Devant les membres du secrétariat exécutif national de l'UPR, un exposé a été fait sur la genèse, l'organisation et les enjeux du Front républicain qui se veut une force de proposition, un outil de partenariat politique et de collaboration pour la défense de la République, dira Ouseni Tamboura. Fin hier à Ouagadougou de la rencontre des présidents des instances de régulation, membres de la plateforme des régulateurs des pays de la zone UEMOA et de la Guinée. Cette réunion a permis d'adopter les statuts et le règlement intérieur de la plateforme qui a pour objectif la mutualisation des efforts de ses membres en vue d'une meilleure régulation de l'espace médiatique des pays de l'UEMOA et de la Guinée. Les précisions de Bouma Ernest Nébier. Cette rencontre a permis au président des instances de régulation membres de la plateforme des régulateurs des pays de la zone UEMOA et de la Guinée d'adopter à l'unanimité le projet des statuts et du règlement intérieur de la structure. Des statuts et règlements qui rendent plus opérationnelle la plateforme. Désormais, nous voyons beaucoup plus clairement comment nous voulons nous acheminer vers nos objectifs. Et nous avons donc adopté les statuts et le règlement intérieur, mais surtout, nous avons réparti les tâches sur une base thématique. Chaque instance, chaque autorité de régulation, chaque président qui va retourner chez lui dans son pays a en main une feuille de route de la tâche qui lui incombe. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon que d'opérationnaliser une structure. Ainsi, Béatrice Damiba est la présidente de la plateforme et Biosei Kokutozun, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo, en est le vice-président. Quant au poste du secrétariat technique permanent de la plateforme, il revient à Ibrahim Savané, président de la haute autorité de la communication audiovisuelle de la Côte d'Ivoire. Les participants ont aussi, au cours de la réunion, validé les textes de l'Observatoire ouest-africain de l'audiovisuel et abordé la question de la télévision numérique terrestre TNT. Nous avons abordé la question de la mise en œuvre des stratégies de migration vers la télévision numérique terrestre dans les différents pays de l'UEMOA et la Guinée. Il ressort de ces échanges que la plupart des pays ont élaboré des documents de stratégie qu'ils s'attellent à mettre en œuvre, mais non sans grande difficulté. Et une des difficultés majeures que nous avons relevées est relative au financement. Et le financement des stratégies de migration, selon les informations à notre possession dans l'espace UEMOA, s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA, alors que les délais sont courts. À cet effet, les participants ont recommandé à la commission de l'UEMOA d'impliquer les instances de régulation dans les cadres de réflexion qu'elle organise sur la transition numérique. Transparence et clarté dans les dépenses fiscales, une quête permanente à laquelle s'associe l'UEMOA qui organise à Ouagadougou un atelier sous-régional. Les experts des administrations fiscales et douanières qui sont appelés à évaluer les dépenses fiscales et à mesurer leur impact sur le développement des pays membres de l'Union ont l'occasion d'accorder leur violon. Reportage Drissa Séré. Au cœur des travaux de cet atelier consacré à l'évaluation des dépenses fiscales se trouve la gestion des finances publiques de manière générale. Cette rencontre se tient dans un contexte où la collecte des ressources intérieures est devenue une priorité des 8 pays membres de l'UEMOA. C'est un thème qui est extrêmement important parce que ce qu'on appelle des dépenses fiscales, ce n'est autre que les exonérations accordées par les États pour des raisons économiques, pour par exemple promouvoir les investissements ou bien pour des raisons sociales. Ces dépenses fiscales sont une renonciation de recettes de l'État pour promouvoir donc ces investissements ou pour ses besoins sociaux et demeurent donc des moins-values pour le budget de l'État. En comptant désormais sur l'optimisation des recettes fiscales intérieures, les experts se proposent d'évaluer les renonciations fiscales pour en mesurer l'impact et l'effet sur les bénéficiaires. Ce qui n'est pas forcément synonyme de la fin des exonérations et des exemptions fiscales. L'objectif est d'amener les États à respecter le taux de pression fiscale fixé à 17% minimum. En cela, certains pays comme le Burkina ont fait des efforts appréciables.
Ce seuil de 17% a été fixé dans un pacte de convergence adopté en 1999 pour inciter les États à collecter davantage de ressources intérieures au niveau national pour faire face aux besoins de financement des économies. Au-delà du taux de pression fiscale prôné, l'UEMOA suggère d'autres pistes de mobilisation des recettes fiscales. L'Union encourage les États qui ont déjà pris des mesures pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, pour améliorer le rendement fiscal au niveau des régies financières à travers une modernisation accrue, une plus grande transparence et une simplification des procédures. Un geste qui va galvaniser davantage les directions générales des études et des statistiques sectorielles. Mardi dernier, des kits minimaux ont été remis dans le cadre de l'appui à ces directions générales par le ministère de l'économie et des finances. Ces kits se composent de matériel roulant, d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables. Reportage Nathalie Savarago. Du matériel pour les directions générales des études et des statistiques sectorielles. 24 véhicules, 30 ordinateurs de bureau et 30 ordinateurs portables d'un montant global de plus de 497 millions de francs CFA, c'est le lot de matériel qui sera distribué à ces structures chargées de la conception et de l'appropriation des stratégies et politiques de développement. On s'est rendu compte que dans la pratique, ces directions n'étaient pas suffisamment valorisées. Et voilà pourquoi depuis quelques années, nous avons entrepris de prendre des dispositions pour pouvoir les accompagner. D'abord en revoyant leur statut. Avant, c'était des simples directions centrales. Aujourd'hui, ce sont des directions générales. Également, nous avons prévu de les former pour les donner les outils nécessaires pour faire le travail. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait, on veut les accompagner en termes de matériel. Parce que quand on regarde, ce sont des gens qui doivent aller sur le terrain, ils ont besoin de véhicules, mais aussi des gens qui travaillent beaucoup avec l'ordinateur. D'autres actions sont en cours, notamment la mise à la disposition des directions générales des études et des statistiques sectorielles de bureaux d'études. Objectif, accompagner les départements ministériels dans l'identification et la formulation des projets et programmes dont la mise en œuvre va contribuer à booster la croissance conformément aux objectifs de la SCAD. La revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'est tenue vendredi dernier à Ouagadougou. Les participants ont jeté un regard rétrospectif sur les actions de l'année dernière et les résultats engrangés afin de tirer les leçons pour guider leur pas à l'occasion de nouvelles batailles. Les précisions de Zalissa Sanfo. Voilà un an déjà que le cadre sectoriel de dialogue, jeunesse, formation professionnelle et emploi a été mis en place avec pour objectif de suivre et d'évaluer la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Après une année d'exécution de cette mission, les différents acteurs font une halte. L'objet de cette rencontre-là pour cette session, bien sûr, nous allons regarder notre rapport de performance au titre de l'année 2013. Donc c'est une sorte de bilan que nous allons regarder tout à l'heure. Mais en termes de perspective, nous allons aussi regarder bien sûr la matrice des actions et des mesures et surtout la matrice des indicateurs de performance pour la période 2014-2017. Pour Baska Émile Diala, même si tous les indicateurs de performance ne sont pas au vert, il y a de quoi être fier. Ce programme aura permis de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse à plus de 50%. La mise en place des cadres sectoriels de dialogue répond à un souci d'assurer une bonne gouvernance des politiques sectorielles et de permettre un bon suivi et évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Les journées du maraîcher du Sahel ont eu lieu à Dori le week-end dernier, respectant ainsi un rendez-vous vieux de quelques années. Initié par l'Union fraternelle des croyants de Dori, ces journées visent à créer un cadre d'échange entre les producteurs, de valoriser et de rendre visibles leurs actions. Reportage Bernard Diasso. Le maraîchage, une autre alternative pour l'amélioration du pouvoir économique des femmes au Sahel. C'est le thème de cette 9e édition des Journées du maraîcher, initiée par l'Union fraternelle des croyants UFC de Dori. Pour mieux valoriser les sites maraîchers que nous encadrons, il va falloir trouver des opportunités d'écoulement de ces produits maraîchers. Et pour trouver ces opportunités d'écoulement, nous avons trouvé l'initiative de créer des journées du maraîcher du Sahel
qui sont une foire maraîchère. Au menu de cette foire, une exposition vente des produits maraîchers dont la coupure du ruban a été faite par le représentant du gouverneur de la région du Sahel, un cadre de concertation des producteurs et un concours du meilleur groupement maraîcher. Sur l'aire de la foire, des acquis sont appréciables. Le maraîchage est très important au niveau de notre région parce qu'il vient compenser la période morte. C'est les activités de la période morte et en tout cas ça rapporte pour les producteurs. Remercions l'IFC parce qu'il nous a aidés de vendre nos marchandises et nous gagnons plus d'argent qu'au village. Ici on vend tout et nous recevons beaucoup d'argent ici. Ces journées se veulent être un accompagnement des producteurs pour une plus grande valorisation des aménagements qui permettent des cultures d'appoint afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans le Sahel. Pour les catholiques du monde entier, 40 jours d'abstinence et de pénitence ont commencé hier avec le mercredi des Cendres qui marque le début du carême. Des célébrations eucharistiques ont été organisées dans les différentes églises, comme ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, où les fidèles ont bénéficié de l'imposition des cendres. Reportage Sié Sylvestre. À la cathédrale de Ouagadougou, tout comme dans toutes les églises catholiques de par le monde, le mercredi des Cendres, premier jour de carême, est marqué par une célébration eucharistique. Messe au cours de laquelle le prêtre, après la proclamation de l'évangile et de l'homélie, trace une croix sur le front de chaque fidèle avec de la cendre obtenue en brûlant les rameaux bénis l'année précédente. La cendre, c'est le signe de la pénitence. On met la cendre pour montrer qu'on est en deuil, et pour montrer qu'on a péché et qu'on demande pardon à Dieu. Le mercredi des Cendres ouvre 40 jours de pénitence. Durant cette période, les fidèles sont invités à fréquenter plus assidûment l'église, à participer au chemin de croix, aux récollections, aux marches de carême. Il est demandé de jeûner et puis pour ceux qui sont en mesure de le faire, parce que quand on a un certain âge, ou bien quand on est malade, ou bien quand on prend des médicaments, bien sûr, il faudra faire attention. Et le vendredi saint. Voilà, ce sont les 2 jours. Maintenant, pour les autres vendredis, on se prive de boissons et de viande. Mais s'il y en a aussi qui veulent jeûner, ce n'est pas interdit. Le carême est surtout un temps de partage et propice pour se débarrasser de tout péché. Confier ses péchés au Seigneur pour pouvoir aller de l'avant. C'est un temps vraiment de remise en cause, d'interpellation de tout un chacun, à faire surtout du bien. Dans son homélie, le célébrant a surtout insisté sur le fait que le carême doit se faire dans l'humilité et dans le secret. Un secret partagé entre le chrétien et Dieu. Les 40 jours de jeûne rappellent aussi aux chrétiens les 40 jours que Jésus a passés dans le désert. Le carême se termine par la célébration de la passion et de la résurrection de Christ, la Pâque. Après ce journal, la RTB vous propose en direct de Banfora sa 2e soirée culturelle. Des artistes musiciens nombreux sont invités sur scène. Merci à vous de l'avoir suivi de bout en bout. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.